Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie, allô Anne. Hello. Cette semaine, on se retrouve parce que, en fait, on s'est vu la semaine passée. Puis là, c'est la continuité. Anne, la semaine passée, tu nous expliquais c'est quoi une ostéo, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez travailler vraiment sur le corps. Puis là, cette semaine, en fait, on s'était laissé sur ton petit côté sorcier, là, tu sais, que tu commences à assumer de plus en plus. Fait que, notre prochaine question, en fait, qu'est-ce qui fait de toi un électron libre? Wow! En passant, je trouve ça assez hot, votre titre de podcast, Électron libre. J'adore l'image de penser que je peux être quelque chose en liberté. C'est de la liberté. Ce qui fait de moi, je pense que la vie m'a amené à assumer mes tentacules. Toutes mes tentacules différentes de création. Tu sais, j'ai un petit côté très artiste, j'ai un petit côté très sensoriel, hypersensible. Je me suis fait dire toute ma vie que j'étais trop. Mais maintenant, j'assume tout ça qui me permet d'être une ostéopathe qui traite l'humain. Tu sais, l'humain, c'est que ça soit liquidien, que ça soit osseux, que ce soit membraneux, que ce soit les narines. Pour moi, c'est toute la même bébelle. C'est de me disponibiliser selon le besoin du corps que je reçois. Ce qui fait que ça m'amène à faire des trucs un peu différents. Avant, là, je disais pas ça, que j'avais des antennes de sorcière, parce que déjà que l'ostéopathie peut avoir l'air flyée, je me disais, non, c'est faux qu'en plus, ça se sache que je sens des affaires. Mais moi, je sentais des affaires, là. J'étais petite, puis je voyais les auras. Puis j'étais petite, puis je voyais des entités. Puis je pensais que tout le monde voyait ça. Jusqu'à ce que je comprenne que quand je parlais, puis j'ai jamais voulu pousser la chose parce que je ne voulais pas avoir de concept mental. Donc, quand je reçois une information, je me dis, si j'avais étudié dans ça, ben là, je pourrais faire rentrer de l'ego, tu sais, de mon ego, pour dire, je devrais sentir ça, ou je vais dire ça parce que ça peut être valorisant. Moi, je veux pas rentrer là-dedans, fait que moins j'en sais de façon cérébrale, mieux je me porte. Fait que j'essaie de l'utiliser pour le bien de l'autre. Ouais. Ça se dit drôlement comme ça, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui m'a amené, il faudrait que je vous explique comment je suis devenue ostéopathe. Parce que tantôt, tu nous parlais de bac en psycho, tu as fait de la neuroplasticité, c'est comme de la neuroplasticité, je tripe sur le cerveau. J'ai fait 6 commotions cérébrales dans ma vie, fait que j'aime les sports extrêmes parce que ça me fait sentir vivante, puis parce que j'ai beaucoup d'énergie à déplacer, et que ça m'a amené à vouloir comprendre le cerveau, à savoir ce qui se passait, parce que j'avais des pertes de mémoire, parce que je me rappelais plus de mon nom, parce que j'avais fait pipi dans mes culottes, parce que plein d'affaires. Fait que je voulais comprendre tout ça. Pendant que j'étais ostéopathe, j'ai étudié en ostéopathie, j'étais comédienne aussi, parce que sur un plateau de tournage, c'est génial. Il y a tout le temps des pertes de temps. Fait que j'étais toujours, y a-t-il quelqu'un qui a mal à la tête? Y a-t-il quelqu'un qui a mal à un pied? Y a-t-il quelqu'un? Fait que j'ai monté ma clientèle comme ça. Et moi, depuis que j'étais enfant, je voulais devenir chirurgienne. J'ai d'ailleurs disséqué mon premier chien qui s'était fait frapper par un auto avec les instruments de mon père, qui était médecin. Je suis pas la seule à être trash. Je suis pas ça, mais tu le sais, l'épisode que je raconte de mon rat, là, je suis pas à ce niveau-là, mais je me sens pas. Je l'ai vu, j'ai vu la photo, mais t'es donc comment ça j'ai pas pensé à ça, moi, de laisser dégrader un vrai quelque chose pour moi, je m'en suis pas occupée, là. J'ai laissé un congélateur, puis j'ai donné ça à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais. C'est drôle. J'ai ma corneille aussi, puis j'aime ça, mais tu sais, je délègue, là. Je suis pas encore dans l'autonomie à ce niveau-là, moi, là. Mais moi, j'avais ouvert le chien pour savoir c'était quoi une hémorragie interne. Mais mon père était tellement fâché que j'utilise ces instruments. Mais moi, mon père, c'est un ancien. Tu ouvres le chien, que tu utilises ces outils? Oui, oui. on aime ça, l'anatomie chez nous. Et j'ai été élevée là-dedans. Mon père faisait des visites à domicile, les ambulances. Je viens d'un petit village, fait que les ambulances arrêtaient chez nous pour constater des décès.
Fait que moi, la vie, la mort, ça faisait partie de mon quotidien. Je suis la dernière d'une famille de 6 enfants. Quand j'avais 2 ans, ma sœur est décédée. Elle avait 16 ans. J'ai un frère qui est décédé à l'âge de 42 ans d'un infarctus en jouant au hockey. J'étais là quand ma grand-mère est décédée. On dirait que... Puis moi, la mort, comme je vous ai déjà raconté, j'ai pas eu le bonheur facile parce que j'étais très exigeante envers moi-même, ce qui m'a amené des phases dépressives solides dans ma vie. Puis moi, la mort, c'était une option. Le suicide, ça a déjà été une option parce que je me disais, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose après ça. Et à un moment donné, adolescente, j'ai jasé avec un de mes frères qui était avec ma sœur qui était décédée quand j'avais 2 ans. Puis lui aussi est décédé parce que c'est lors d'une expédition en montagne derrière la maison, la tempête a pris pour faire une histoire courte et elle est morte gelée de froid dans la neige. Et mon frère, le plus vieux, a été cliniquement mort et a donc vécu une expérience de mort imminente. Wow. Et en jasant avec lui par après, il m'expliquait, dis-moi, parce que mon frère, c'est un gars qui fait des sports extrêmes toute sa vie, jusqu'à ce qu'il y ait des enfants. Quand il y a eu des enfants, ça fait « Oh mon Dieu! Il faut pas qu'il m'arrive quelque chose. J'ai des enfants, j'ai une responsabilité. » Mais jusqu'à ce temps-là, il était un peu craqué. Là. Il faisait des affaires hallucinantes parce qu'il se disait « Le pire qui peut arriver, c'est que je meure. Et de ce que j'ai vécu, c'est beau. J'étais bien, j'étais confortable, j'étais dans un moment de paix. Et quand il a vu la panique autour, mon père essayait de réanimer, il y avait une effervescence qui a fait « Hey, c'est mon corps, qu'est-ce que c'est ça? » Pouf, il est retombé dans son corps, un peu comme on entend dans les films. Puis, il y a une expérience hallucinante là-dessus d'un docteur Alexander quelque chose, c'est un neuro, qui a vécu des expériences de mort imminente aussi, qui, tu sais, c'est un médecin très, très, on se m'attendait pas à lire des choses comme ça de lui, puis il disait, tu sais, la vie, lui, son expérience démontrait que la mort du corps et du cerveau était complètement à dissocier de la conscience. Puis Andrew Taylor-Still, comme ostéopathe, Andrew Taylor-Still, en passant, c'est le fondateur, j'ai oublié de le dire la semaine passée, c'est le fondateur de l'ostéopathie. Et lui, ce qu'il disait, il voyait la mort, je trouvais ça super intéressant, un peu comme un deuxième placenta. Comme si ton corps était une deuxième enveloppe, comme un placenta. C'est ce qui fait que un bébé va mourir dans l'utérus. Tu sais, il y a des bébés qui restent 41 semaines, qu'il faut quasiment les sortir de là de force quand il y en a d'autres qui à 7 mois. Moi, je suis née à 7 mois, j'étais prêt, c'est terrible. Là. Tu sais, on dirait que, mais mon enveloppe, mon placenta, j'avais développé ce que j'avais à développer pour mon expérience terrestre. Mettons ça comme ça. Mais pour moi, la mort, c'est la même chose. Quand la conscience a atteint ce qu'elle a besoin pour le après, ben, elle se délaisse de son véhicule. Elle n'a plus besoin de ça. Moi, ça me fait du bien de penser comme ça. Et c'est très personnel de penser comme ça. Pour moi, c'est comme l'image d'un voilier qui part au loin. Ben, à un moment donné, on ne le voit plus, le voilier. De notre point de vue, on ne le voit plus. Mais il n'est pas disparu. Le voilier, le voilier, lui, se voit encore. Tu sais, en fait, oui, il est lui encore. C'est juste que de notre point de vue terrestre, de là où on est, on ne le voit plus. Mais là, c'est sûr que les gens qui disent que la Terre est plate ont peut-être une autre conclusion à dire, mais bon. Mais de leur point de vue, elle est plate. Exactement. C'est ce qui fait que ça m'a toujours amené comme... je sais pas, j'ai tout le temps été la vie, la mort, ça n'a jamais été... Je comprenais pas, moi, quand les gens disent « Ah, c'est terrible, elle est décédée. » Mon réflexe, ça a été longtemps de me dire dans ma tête, mais pourquoi c'est si terrible?
Tu sais, il y a des pays, c'est très occidental comme façon de penser. Ouais. Il y a les bouddhistes voient pas la mort de cette façon-là, les Amérindiens voient pas la mort de cette façon-là. Il y a des tribus, des gens qui fêtent, qui glorifient, c'est le party, là. Il se passe quelque chose, il y a une transition. Moi, j'ai toujours été très curieuse de ce phénomène-là. Et quand j'ai fait mes études en ostéopathie, après mes 5 années d'ostéo, on avait 2 ans pour faire une recherche et moi, je voulais être scientifique. Je voulais faire quelque chose de mesurable, reproduisible, quantifiable. Il n'y a rien qui marchait. Mon directeur de recherche était malade. Il y avait tout le temps, il n'y a rien qui fonctionnait. Et à ce moment-là, mon père a été très, 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 très malade. Puis durant la nuit, j'ai rêvé que je travaillais avec des mourants. Puis bref, de fil en aiguille, j'ai fait, pourquoi pas? Puis 2 mois avant de remettre mon protocole de recherche et de défendre ça, j'ai changé de sujet. Tu sais, n'importe qui dirait, elle est folle, reine. Ben, surtout, tu sais, quand ça à la base, on te donne 2 ans pour le faire. J'imagine que parce que ça prend 2 ans en général. Ben, ça prend, 6 mois, 1 an à préparer ton protocole, puis tu sais, à commencer tes affaires, mettons, d'habitude. Mais ceci dit, je me suis mis à lire, puis là, je me sentais comme un petit poisson dans l'eau. J'ai eu la chance de faire du bénévolat à l'Hôtel-Dieu de Montréal, en oncologie. En fait, je suivais 2 médecins traitants en soins palliatifs. Donc, j'allais un peu partout sur les étages selon les besoins et j'ai vécu des expériences palpatoires extraordinaires. Tu sais, un hépatomégalie, là, ça vient pas dans nos bureaux. Mais j'avais jamais touché à ça, moi, puis tant mieux, parce que si un jour ça vient dans mon bureau, je vais dire, vous êtes pas au bon endroit, madame. Là. Et pour les gens qui nous écoutent, là, parce que je regarde la face à Marie, puis je pense qu'on a la même, qu'est-ce que c'est ça? Hépato et comme hépatite, ça doit être avec le sang. Avec le foie plutôt que c'est un foie qui est très, très gros. Ah en fait, en fin de vie, il y a des organes qui fonctionnent moins bien, mettons. Souvent, les reins vont commencer d'abord, tu sais, il va y avoir des stases liquidiennes, il va y avoir de l'édème, tu sais, bon. Ce qui fait que ça m'a amené à palper des trucs. Entre autres, ce monsieur-là, je me rappelle, c'était une sensation tellement particulière. J'avais l'impression de mettre mes mains. Tu sais, l'ostéopathe, nous, on focus beaucoup sur ce qui va bien, ce qui est en vie, ce qui est la vitalité, la mobilité, la motilité. Et là, je touchais une structure qui ressemblait à une pomme pourrie froide, une roche froide. Tu sais, comme quand il y a de la c'est de toute beauté de dire ça comme ça, puis c'est pas négatif, mais c'était une drôle de sensation. J'avais l'impression que l'enveloppe corporelle est en train de perdre cellulairement parlant vie, mais il y avait encore quelque chose en dessous de ça. Et ça m'a amené à faire des découvertes hallucinantes. J'ai pendant 20 ans, pas beaucoup travaillé avec les soins palliatifs, puis ça me manquait beaucoup. C'est sûr que je répondais aux besoins des gens quand j'avais des clients qui disaient « Peux-tu aller voir ma mère? Puis ci, puis tout ça. » Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça me manque tellement. Puis pour moi, c'est très énergisant. Il faut que je vous compte, quand moi j'étais à l'université, puis que j'étudiais en ostéo, puis tout ça, j'avais des colocs à faire. Et quand j'arrivais de mon bénévolat, puis je disais à mes colocs, j'ai encore une cliente qui est morte avec succès aujourd'hui. Mes collègues disaient, non, mais t'es donc bien macabre. Puis moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais non, mais parce que la beauté des soins palliatifs, c'est des soins de confort. Puis Marie-Pierre t'a dit quoi tantôt qui m'a touchée? T'as dit, c'est des soins de réconfort. Exact. L'objectif est clair. Ce n'est pas de sauver l'humain, mais d'enlever le plus possible, d'aider le corps à se libérer des douleurs, des inconforts et des blocages pour lui permettre d'être 100% présent dans la relation avec son entourage, la relation avec ce qu'ils ont besoin de computer, de vivre, de digérer avant de quitter dans la paix, la sérénité. Puis moi, dans ma vie, ça me fait du bien parce que j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait beaucoup d'affaires intenses et les soins palliatif, c'est le seul endroit dans ma vie où j'ai zéro sentiment ou besoin de performance.
Longtemps comme ostéopathe, j'ai eu de la misère avec ça, à me détacher de ça, mais je voulais, moi, sauver le monde en une séance. Je me mettais des objectifs épouvantables. Je me remettais en question après 2 séances si j'avais pas 80% de résultats. Comprenez que fallait que je m'en aille. En soins palliatifs, c'est pas ça. Tout est dans la relation. Tout est dans le... Puis bien sûr qu'avec le temps, j'ai développé des façons de connecter, parce que des fois, ils sont inconscients, des fois, ils ont de la difficulté à exprimer. Il y a différentes expériences palpatoires aussi. Tu sais, la fibrose kystique, mettons, au niveau pulmonaire, ce ne sera pas le même toucher qu'une personne âgée. Tu sais, c'est très, très différent. Fait que c'est un domaine que je souhaite développer davantage et je devrais techniquement commencer à Rivière-du-Loup, il y a une maison de soins palliatifs, ils veulent ouvrir un camp de jour. Mon Dieu, un camp de jour comme si c'était... Un camp de jour, comme Karine Champagne l'a dit, un camp de jour terrestre. Un camp de jour terrestre, un centre de jour terrestre de fin de vie et je vais offrir mes services là parce que pour moi, je peux pas concevoir que si je peux apporter quelque chose et si j'ai ce talent-là, de pas le mettre à contribution. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ne pas laisser s'exprimer son talent, faut toujours se dire c'est qui ne bénéficiera pas de ce talent-là si je l'exprime pas. Parce que c'est fou, parce que tu as parlé que c'est devenu ton sujet de recherche, mais tu n'en as pas nécessairement fait un champ d'expertise à ta sortie de l'école, puis comme dans ta pratique, pour, j'imagine, plein de raisons, mais que c'est par la force des choses, mettons comme des proches de tes clients, tu sais, mettons comme tes clients qui avaient un proche mourant en fin de vie, t'es comme moi, mais je sais pas comment parler. On parlait beaucoup de communication tantôt face à la personne en soins palliatifs aussi. Ben, c'est sûr que en terminant mes études, c'est beaucoup plus valorisant et valorisé en société de travailler avec des athlètes de haut niveau, des musiciens d'orchestre symphonique. Hey, moi j'aimais ça, là, des affaires compliquées, complexes, là, tu sais, c'est animé-moi-en. Les morts, c'était moins glamour, mettons. Fait que ce que donc, je tu peux même pas t'imaginer qu'on peut en faire une expertise, tu sais, puis c'est pour ça que on voulait t'inviter aujourd'hui pour faire prendre conscience aussi à d'autres thérapeutes que c'est possible. C'est pas parce qu'on le dit pas à l'école de oui, fais ça, tu sais, parce que oui, à l'école, tu sais, c'est le sportif. Je pense qu'on a tous traité, genre, on a tous voulu, c'est ça, tu sais, Oui. C'est blanc ou noir, tu sais, nous, en masso, c'est ce que j'appelle les cossins de spa, là. Fait que pierre chaude, coquillage, oncologie, bébé, femme enceinte, là, tous les petits cossins, là, à part. Et le sportif. C'est vraiment 2 branches, puis tu peux pas... C'est pas des crédits que tu peux choisir puis faire ta sauce avec, c'est un ou l'autre. C'est vraiment... Pourtant, il n'y a rien de mieux que de rentrer pour faire du foulage à côté d'un tibia avec une pierre chaude un peu pointue. Tu sais, mais comme si tu ou du taping pour une femme enceinte pour y remonter le ventre aussi. Ou, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont complémentaires, mais on nous a vraiment un ou l'autre. Puis, c'est ça, même chose. C'est compartimenté. En théontologie et tout, là, avec les morts en nécrologie, mais c'est pas... les gens, ils réagissent fortement, là, vraiment beaucoup. Oui, puis moi, je pense vraiment que il faut très bien connaître la base. L'anatomie, la physiologie, l'humain. Il faut apprendre à se connaître aussi. C'est ce qui fait qu'en sortant de l'école, j'étais probablement pas prête j'avais pas assez de vécu pour me détacher puis pour respecter aussi. Mais après, quand tu connais bien là l'anatomie, la base, et après là, tu peux jazzer ça comme tu veux dans ton bureau avec qui t'es comme personnalité. C'est merveilleux de pouvoir faire ça. Puis avec l'accompagnement mourant, moi je rêve un jour de pouvoir conseiller d'autres thérapeutes, de pouvoir développer une expertise. J'aimerais ça faire des capsules aussi de conseils. Parce que je me rends compte que
pendant que je traite quelqu'un, ben souvent la famille est présente, souvent je vais les inclure dans des traitements, souvent je vais on me pose des questions, mon Dieu, j'ai des fois des questions tellement spéciales, comme un enfant une fois qui m'avait dit, quand ma grand-maman va être dans son cercueil, est-ce qu'elle va avoir encore sa peau? Parce que lui, un mort, tout ce qu'il a vu comme mort, c'était des squelettes. Mais oui. Oui, tu sais, est-ce que c'est normal que mon grand-papa il pète plus que d'habitude? Tu sais, parce que là, il y a des affaires qui marchent plus bien. Ouais, des affaires bien louches, là, tu sais, c'est comme c'est dans le lâcher prise de partout, là, quand t'es rendu là. Oui, puis tu sais, de pouvoir expliquer aux gens aussi, c'est quoi les trucs que vous pouvez, c'est quoi les signes que vous pouvez regarder pour sentir si la personne que vous aimez est confortable, est en douleur, est réceptive. Tu sais, il y a plein de conseils qu'on peut donner, comment toucher le corps, parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, ben, j'ose pas y toucher, tu sais, tout à coup que je brise quelque chose. Puis là, en leur donnant des outils faciles à faire, sont fiers, tu sais, ils ont l'impression de savoir quoi faire pour faire du bien. Puisque, tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête, moi, pendant mon projet de recherche à l'Hôtel Dieu, il y a une dame, ça m'avait marqué un petit peu parce que, tu sais, c'est une madame coquette, super cute, et très, très, très consciente. Elle avait toute sa tête. Mais, faute de manque de personnel, de temps, de trop de monde sur l'étage, on lui avait mis une couche parce qu'elle n'était plus, elle avait tellement d'édème au membre inférieur qu'elle n'était plus capable de se lever pour aller à la toilette. Donc, elle, consciemment, elle me disait, je trouve ça épouvantable de forcer dans mon lit pour faire ça dans ma couche. C'était d'un manque de dignité totale pour elle. Et je mets pas le blâme sur le personnel hospitalier. Et c'était débordé. Fait que mon rôle a été à ce moment-là de lui proposer de dire, ben, voulez-vous que je regarde si je peux drainer, que je peux regarder si je peux relancer la stase lipidienne, si je peux relancer le retour veineux pour voir si on peut enlever l'édème. Et de façon magique, elle a pu se remettre debout, mettre une chaise d'aisance à côté de son lit, fait qu'elle était capable de se lever, de se tourner, de s'asseoir, de faire pipi et de se recoucher. Puis elle m'a dit, tu sais, grâce à tes soins, je vais pouvoir mourir debout. Wow. Je vais pouvoir mourir la tête haute. J'ai pas à me rabaisser de faire des choses de base quand je suis encore capable de contrôler mes sphincters, comprenez? Ça m'avait vraiment beaucoup touchée parce que je me disais, hey, ne serait-ce que pour cette personne-là, mon projet de recherche aura valu la peine. C'est fou à quel point que autant que tu as aidé le corps à se gérer d'une façon, que, tu sais, par rapport au point de vue mental, tu sais, souvent aussi, tu sais, comme en fin de vie, tu sais, moi, je veux dire, ça a été un sujet, tu sais, à la maison, moi, mes parents ont tout le temps dit, si j'ai plus ma tête, tu débranches. C'est comme moi, la journée que je sais que j'ai de quoi de dégénératif, c'est fini. Comme, c'est comme, si je veux être euthanasié. Puis c'est vraiment comme, OK, mais si, pour les personnes que pour eux, ça fait pas partie de leur valeur, je veux dire, j'admets mes parents de prendre cette décision-là, puis d'avoir eu cette conversation aussi, là, très ouverte. Maintenant. Oui, maintenant, pendant Maintenant, quand ils ont toute leur tête puis qu'ils sont actifs et tout. Puis de voir avec eux aussi tu sais, si je savais, OK, garde, peut-être que c'est ça ton but, mais mettons que pour te rendre là, mettons, je pourrais te t'offrir un peu plus. Puis c'est, parce qu'il y a tout à dit tantôt qui m'a vraiment marqué. Puis je trouvais ça tellement beau, c'est quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, c'est de comprendre qu'ils sont encore en vie, ils ne sont pas en train de mourir. Pour profiter de ce temps-là, tu sais. Puis je pense que c'est ça, en fait, le soin. Quand je parlais de soins de réconfort, c'était par rapport à ça, de comme, c'est autant réconfortant au point de vue humain de la personne qui va décéder versus son entourage qui l'accompagne, parce que
accompagner quelqu'un qui, tu le sais, qui va mourir, surtout si c'est quelqu'un de proche, que tu es attaché à la personne, peut avoir une espèce de, eh mon Dieu, je sais plus quoi te dire. Tu sais, c'est comme genre, je me sens comment? Ah oui, puis la distinction entre les deux, je la trouve primordiale parce que le regard, l'attitude et le toucher n'est pas pareil si je prends un pied de quelqu'un ou je touche la main de quelqu'un en me disant « Je viens vous voir parce que vous êtes toujours vivante » versus « Je viens vous voir parce que vous allez mourir ». Eh, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, puis ça devient un switch des fois chez l'entourage. Quand je leur parle de ça, quand je leur explique, ils me disent « Oh mon Dieu, mais, hey, merci de me ramener là-dessus parce que c'est vrai, parce que tout ce que je vois présentement, c'est quand elle sera plus là, ce qui va manquer, la fin des traitements, la fin des reins qui fonctionnent, la fin de manger tout seul. Je vois juste les deuils que j'ai à faire. Les gens souvent vont c'est normal, hein, l'humain a peur de souffrir. Mais la peur de la mort vient beaucoup de la peur de souffrir aussi. Exact. Puis la peur de pas savoir quoi faire quand tu accompagnes quelqu'un vient beaucoup du fait que ça nous confronte à « My God, moi aussi, je vais passer par là. » Tu sais, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que personne n'en sort en vie de la vie. Tu sais, d'avoir peur de ça, c'est comme pour moi, là, c'est comme avoir peur du soleil qui se couche, d'avoir peur du soleil qui se lève, d'avoir peur des 4 saisons. Hey, l'arbre, là, à l'automne qui perd ses feuilles, il capote pas, l'arbre. Il se dit pas, oh my God, je suis en train de mourir, je suis en train de me déshabiller, je suis tout nu, je suis tout raide, qu'est-ce qui se passe? Il capote pas, il a confiance. Il a confiance qu'il vit le moment. Il a confiance qu'il va y avoir un renouveau. Pourquoi l'humain, on a donc peur d'avoir peur, puis on a donc... puis pourtant, on est des champions internationaux du deuil, quand on y pense. On en vit constamment des petits deuils. Ne serait-ce que notre peau qui meurt de façon cellulaire. On est là-dedans tout le temps. On vit, c'est normal. Ah, mais ça, on voit pas ça. C'est normal. C'est, tu sais, je trouve que de toucher les soins palliatifs, de se questionner sur la mort, immanquablement t'amène à profiter de la vie, profiter du moment présent, y aller avec intensité, assumer qui t'es, réaliser que t'as pas de temps à perdre. Réaliser, aujourd'hui, on est le 31 mars 2021. Hey, il n'y en aura plus jamais des 31 mars 2021. C'est pas extraordinaire? On est unique. C'est unique. C'est la même affaire pour moi. Chaque moment que je vais donner à un client, ce moment-là, là, c'est pour ça que j'ai tant de misère à faire des dossiers. Parce que moi, là, c'est qu'est-ce que ton corps a besoin là, maintenant? Puis j'ai envie de dire, si un jour vous avez à accompagner, vous n'êtes pas obligé de parler. Tu sais, les gens disent, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je sais pas quoi dire. Ben, dis rien. Si ce que tu as à dire ne vaut pas le silence que tu interromps, ben, ferme ta gueule. Tu comprends? Puis ça va partout, là. Autant pour autant le monde qui critique la politique présentement, autant pour toutes, là. Les gens critiquent, mais des fois, tu serais donc bien mieux de te faire m'avoir, tu sais? C'est la même chose. Puis, des fois, de juste, tu sais, les gens qui sont en fin de vie, là, les extrémités, tu sais, vous le savez, en massothérapie, ça fait-tu du bien un peu se faire masser les pieds, les mains? La tête. Ça fait du bien. J'allais dire les fesses, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait jamais masser, puis on est toujours assis là-dessus, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais, puis le ventre. Mais les extrémités, si on ne sait pas quoi faire, commençons par là. La mortaise tibio-tarsienne, puis l'astragale, le calcanéum dans le pied, c'est une pompe. C'est quasiment tout le temps compacté. Juste de travailler la relance, veut pas, on est fait de liquide, ça aide les stases lipidiennes, ça travailler le diaphragme. Hey, vous autres, vous êtes des champions là-dedans dans le diaphragme.
c'est extraordinaire. C'est une atteinte directe au nerf vague. Le nerf vague, là, c'est mon chouchou parce qu'il connecte avec toutes les autres. Il y a juste, semblerait, selon certains auteurs, que le nerf vague ne se rend pas à la rate chez les hommes. Mais ça dépend des auteurs. Pauvres eux autres, hein? Mais bon, mais ceci dit, à part ça, là, l'abdomen, tout, le nerf vague est extraordinaire. Mais juste de dégager la respiration, de mobiliser, de travailler la rate, de travailler, c'est-tu pas, hein? On a tellement d'options qu'on peut faire. Moi, je me dis toujours, tant qu'on n'impose pas quelque chose au corps, qu'on est dans l'écoute et qu'on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons et qu'on sort de notre ego, on peut juste faire du bien. Et moi, mon garçon de 12 ans, là, j'y ai montré à m'ajuster une tête de côte postérieure. Il est tellement focus, puis il veut tellement bien faire qu'il est meilleur que des thérapeutes de 20 ans de métier qui seront pas tout le temps un peu blasé, là, de bon, ben, je vais puncher in, je vais puncher out, c'est qui, tu sais, j'ai des clients, j'ai des collègues thérapeutes, des fois, tu sais, comme ils ouvrent l'agenda, tu dis, pas lui, puis je suis comme, hey, moi, tu sais, ceux que je ne voulais plus, ceux qui ne me convenaient plus, ne font plus partie de moi, j'appelle ça une guest list. Tu sais, c'est comme, ben, c'est fini, tu sais, comme, je vais te référer parce que je ne peux pas t'apporter ce que tu recherches et ce que tu recherches, je ne peux rien faire pour, tu sais. Oui, puis c'est te rendre service et lui rendre service au client parce que c'est sûr que tu ne seras pas à 100% là pour cette personne-là. Moi, je trouve ça malhonnête de continuer à le faire en pensant à sa liste d'épicerie, de continuer à traiter en pensant à quelque chose d'autre. Puis je pense qu'avec puis là, tu vas me dire, tu me corrigeras si je me trompe, mais quand tu parlais de moment présent, tu sais, comme en soins palliatifs, tu sais, tantôt, tu disais en joke que tu revenais à tes colocs, tu disais, elle est morte avec succès, tu sais. Mais justement, quand tu visites quelqu'un, tu ne sais pas s'il y aura une deuxième visite. Il y a comme ce moment-là de, c'est sans être dans la pression de, oh my God, ça va-tu faire vite? Non, je le sais parce que je suis tellement posée. C'est comme, c'était peut-être la dernière, tu sais, c'est comme, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois que je pose mes mains pour soulager, pour cette espèce de mission-là de réconfort, de je vais t'aider à mourir avec succès. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est très souvent, quelque chose que j'entends souvent par rapport à ça, c'est « Mon Dieu, tu dois être fatigué après » ou « Comment tu fais pour pas pleurer? » Premièrement, je suis une braillarde championne. Fait que j'ai réglé ça, c'est sûr que je vais pleurer. C'est sûr que des fois, je vais pleurer, mais je pleure avec les gens, comme je vais rire avec les gens, comme je suis juste toute moi, tu sais. Ça me dérange plus. Le fait que ça me dérange plus, ben je pleure beaucoup moins. mais ça me donne tellement d'énergie. C'est pas énergivore du tout parce que tu es dans la vérité. Totalement. Mais c'est la même chose que, tu sais, je disais que j'ai une façon de pratiquer qui est différente souvent. C'est que je vais, c'est comme la neuroplasticité, la psychologie de la performance, en fait, aider le client. On parlait d'autonomie la semaine passée. De rendre le client autonome, c'est de lui donner des outils. Exemple, OK, du cortisol, là, présentement, là, tout le monde a trop de cortisol. On spin là-dessus, là. C'est dans notre sugar rush de cortisol, tout le monde. Ben oui, on est tous à spin dans sécheuse, dans laveuse plutôt, de cortisol. Mais si on dit à quelqu'un, hey, là, faut que t'arrêtes d'être stressé. On va dire, hey, j'aimerais bien ça, arrêter d'être, comment je fais ça, arrêter d'être stressé? Par contre, si on leur enseigne à augmenter l'acétylcholine, à augmenter la testostérone, en utilisant ton corps, exemple facile, là, expirer plus longtemps qu'inspirer, augmente l'acétylcholine. Il y a eu une recherche, là, je me rappelle plus à quelle université, ils ont utilisé des gros groupes un bassin d'étudiants qui ont mis, bon, vous autres, vous allez là, vous autres, vous allez là. Dans un groupe, ils leur demandaient de s'asseoir, là, vraiment refermés sur eux,
comme ça, puis de se dire, je suis con, je suis un épais, j'arriverai jamais à rien dans ma vie. Oh my Et God. avant, il testait la salée, il testait le taux de cortisol, le taux d'acétylcholine et le taux de testostérone. Et dans l'autre groupe, il leur disait, toi, là, tu vas rentrer tu vas t'installer les pieds sur le bureau en power pose. En power pose, là, ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme Mick Jagger. Mick Jagger, il embarque sur le stage, il va pas dire, hey, excusez, gang, je peux-tu vous chanter une petite toune? Non, il rentre. Il rentre et, Deux bras dans les airs, let's go, all in. Et là, il leur mettait de la musique. Là, vous voyez pas mes pieds, mais mes pieds battent le rythme. Tu sais, vous mettez genre, Back to the Bone, c'est quoi donc, tu sais, en tout cas, une musique. Ah ouais, tu sais, genre, un genre de tune là, qu'on pourrait mettre au stade olympique, au Harley Show, là, tu sais. Ouais, ou Rocky, ou je sais pas quoi. Puis là, tu leur dis, là, croyez-vous, puis dites-vous, là, hey, moi, là, c'est mon espace. I'm the king, I'm the boss. 3 minutes. 3 minutes, ils ont repris la salive, ils ont repris les taux. On s'entend-tu que juste 3 minutes de cette attitude-là, l'acétylcholine avait augmenté, la testostérone avait augmenté, puis le cortisol avait descendu. Et inversement dans l'autre groupe. Ce qui nous dit que dans notre corps, on a la pharmacie parfaite pour aller sécréter ce qu'on a besoin au bon moment. Tu sais, puis ça, je trouve ça tellement le fun de dire à mes clients de donner des outils. Tu sais, je pourrais, tu sais, on parlait des soins palliatifs tantôt, mais c'est le fun de donner des outils quand on parle de neuroplasticité, là, pour que ça soit clair dans l'esprit des gens, c'est des trajectoires neuronaux qu'on fait souvent de façon réflexe, puis qui nous amènent pas toujours aussi positif. Puis un jour, on se dit, mon cerveau, c'est comme un sportif, je vais l'entraîner à utiliser d'autres chemins. Et là, au début, tu passes dans le gravel, puis ça devient de plus en plus facile. Puis là, il y a un petit chemin qui se tape tout seul, et ça devient une option pour le cerveau plus rapidement. OK? Puis le cerveau, ce qui est le fun, c'est qu'il est un peu niaiseux. Pas juste le mien, là. Tous les cerveaux sont un peu niaiseux. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vraiment réel, ce que tu es vraiment en train de vivre, et un super souvenir ou une super toune. Et tu sais, combien de fois on embarque dans une auto, puis on est poète-poète, puis on se va, puis on file pas, puis là, on met la radio, on met de la musique, et là, c'est notre toune. Et là, on chante. Et là, on monte le son, puis on chante. Hey, on arrive là à destination. On n'est pas du tout comme on était avant. Il s'est passé quelque chose. C'est des neurotransmetteurs. C'est ça, la neuroplasticité. Fait que, tu sais, de donner, ne serait-ce que, tu sais, des power songs, des films. Les films font ça aussi. Tu sais, moi, des souvenirs avec des détails. Tu sais, de sortir un souvenir qui nous fait du bien, puis dire, hey, je t'ai habillé comment? Ça sentait-tu bon dehors? Est-ce qu'il ventait? Puis ça, c'est le fun aussi de ramener en soins palliatifs ces petits moments-là avec les familles. De dire, hey, faites-moi donc un beau scrapbook, là. Ne serait-ce que pour les petits-enfants qui s'en viennent après. On dirait que ça amène tout le monde dans un état bienfaisant. Ouais. C'est d'avoir un CA. Moi, j'ai un CA dans ma tête. J'ai décidé ça, que j'avais un CA dans ma tête, et j'essaie de mettre à la porte ceux qui font pas du bien à ma compagnie. Ceux qui font que mon moi, là, Sylvain Boudreau dirait ton moi Inc. Mon moi Inc, là, il est génial en passant, ce monsieur-là. Il dirait, du monde dans ton CA peut-être, là, qui fait pas du bien à ta compagnie, sac-moi ça à la porte, puis remplace ça par quelque chose qui te fait avancer. Ceci dit, vous comprenez que ma façon de penser, ça a pris du temps avant que j'assume tout ça parce que l'ostéopathie, c'est déjà pas reconnu. Fait qu'en plus, je me disais, mon Dieu, que je suis flyée, mon Dieu, que je suis différente. Je voulais pas nuire à ma profession en parlant de médecine. On parle beaucoup de zénitude et autres aussi, là. Moi, je suis l'entité
totalement opposé de la zénitude. Je suis zéro zen dans ma vie. Et je me fais continuellement dire, mon Dieu que t'es calme, mon Dieu que t'as l'air en paix, mon Dieu que t'as l'air sereine. Et je me dis, mon Dieu que je suis donc ben un imposteur. Ou je suis une Moses de bonne comédienne. Mais c'est que je réalise que quand je suis dans ma salle de traitement, peu importe c'est qui, je suis totalement en harmonie avec ce que je veux livrer. Fait que c'est sûr que j'ai de l'air en harmonie. J'écoute ma petite voix du cœur, puis ça va bien, tu sais. Fait que ça m'amène à pratiquer différemment, puis je remets en question, puis je continue à faire avec mon plus jeune a une compagnie il y a 10 ans, depuis qu'il y a 6 ans, qu'il veut être designer de mode, et il a sa compagnie, il fait des bijoux avec des pneus de vélo recyclés. Mais j'adore ça, moi, parce que ça me fait du bien à mon mental de faire ça avec lui. Tu sais, je me permets de faire des choses qui sont pas supposées d'être avec, parce que j'ai une profession, puis je devrais en vivre, puis d'être bien, puis faire juste ça. Mais Tu sais, je me permets ça. Mais c'est important, tu sais, parce que tu l'as dit, je suis pas zen, mais en même temps, il y a tellement de façons d'être zen. Tu sais, comme toi, dépenser ton énergie, c'est par l'adrénaline. Tu sais, comme tu as aller monter besoin des montagnes, oui. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme... ça. Moi, Skier des glaciers, tu sais, c'est ça. Fait qu'on a tous notre façon de bouger. Puis je pense que c'est ça aussi qui est important avec peu importe la clientèle qu'on a, d'être dans le tout. Tu sais, mettons, le but ultime, c'est de ne plus être sédentaire pour t'aider à être mieux dans ton corps. Mais c'est quoi pour toi ne pas être sédentaire? Est-ce que c'est faire le tour du bloc 15 minutes par jour? Tu sais, on part de là. C'est pas obligé de je vais m'inscrire dans un triathlon. Non, c'est ça. C'est pas là. Oui, mais on est tellement entouré de performances. Puis si on pouvait juste, tu sais, je trouve ça beau, tu sais, quand tu sais, juste le fait de dire, je peux réussir ma mort. Tu sais, je veux dire, s'il y en a qui sont encore dans la performance, là, je sais qu'il y a une solution maintenant pour réussir ma mort. C'est d'être genre en paix avec ça, puis comme ça, c'est par rapport. Mais c'est vrai, tu sais, c'est comme. Dans le fond, le summum, là, c'est de bouger, comme tu dis, d'être actif pour remettre la santé dans ton corps, pour pouvoir faire ce que tu as envie dans ta vie. Parce que quand tu vas pas bien puis t'es malade, tu peux pas faire tout ce que tu as envie dans ta vie puis de réaliser tes rêves. Mais le défi ultime, c'est un jour, moi, quand je vais mourir, là, j'espère pouvoir, j'aimerais ça avoir la chance que mes enfants, mettons là, mes enfants ont du popcorn puis sont devant le film de ma vie. C'est sûr qu'il y a une couple d'épisodes que je mettrais à la poubelle, là, que je couperais au montage, mettons, parce que me dit ce serait peut-être mieux qu'ils ne voient pas ça. Mais ceci dit, idéalement, c'est d'être fier, de dire « Hey, job done! J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été capable de sortir de mon ego pour agir, pour faire encore là, c'est faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Puis c'est pas si simple. C'est pas si facile. Puis c'est ce que j'aime des soins palliatifs, entre autres, puis de l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, ce que j'aime, c'est que, on a tous vu des thérapeutes dans tout, là, en orthothérapie, en tout, qui deviennent tellement valorisés par les résultats que l'ego en prend un coup, puis là, tout à coup, il y a le bon Dieu, puis il y a eux autres, là. Tu sais, je veux dire, puis on passe tout à un moment donné, parce que c'est très, très nourrissant. Moi, j'ai fait la scène, là. Hey, c'est-tu pas le fun de faire de la scène quand ça applaudit, là? Ça devient, mais le jour où ça devient plus nécessaire, c'est comme une drogue, c'est comme n'importe quoi, là. Mais ce qui est le fun, ce que je trouve extraordinaire, moi, avec l'ostéopathie, c'est que le corps humain, pour moi, c'est une cathédrale. C'est une porte d'entrée vers le... Et là, je vais dire un gros mot. Mais oui, c'est correct qu'on est explicite. Non, mais c'est le divin. Le divin. Voyons, faut pas dire ça. Appelez-le la vie, appelez-le le mouvement, appelez-le comme vous voulez. Moi, pour moi, mon travail à moi, puis même si j'arrêtais de faire de l'ostéopathie, je vais
va vivre encore en relation avec le sacré, le côté sacré de l'humain. Puis ça m'émeut, ça me touche tellement des fois de voir des gens, là, puis tu sais, t'as accès, là, comme thérapeute, on a accès, là, à l'enfant qui fait partie de ce corps d'adulte-là. Tu sais, il y a des gens, là, que rapidement, là, tu sens les blessures d'abandon, les blessures des peurs, de l'humiliation. Tu sais, c'est des grosses blessures, puis on les sent des fois dans le corps. Puis moi, ça vient me chercher des fois de dire, mais cette personne-là mériterait tellement de vider son sac à dos de briques, là, tu sais, mais on peut pas le faire à sa place. Ça, je trouve ça dur des fois de constater comment il y a des gens qui abandonnent. Comme il y a des gens qui vont abandonner leur vie, qui vont s'abandonner tout court. Tu sais, le défi, là, c'est de vivre. Vraiment. C'est vivre chaque jour aussi. Oui. Parce que, mon Dieu, il y a des journées que, bof, aujourd'hui, il me semble que je serais plus passive. Tu sais? Il y a comme. Ouais. Mais c'est correct aussi. C'est correct aussi de. Ouais, il y a des jours là que. Moi, je suis une anxieuse dans la vie, hein. Anxiété solide. Je me trouve pas mal meilleure pour gérer ça. Mais tu sais, dans mon CA de tête, là, j'ai des gens avec qui je peux être 100% moi-même. Fait à eux, je leur ai donné le droit de me dire, il y a deux affaires qui fonctionnent bien avec moi. C'est soit de dramatiser. Tu sais, eux me disent, ah non, mais c'est vrai, c'est sûr, t'es tellement pas bonne, t'es tellement alerte, t'es tellement, tu sais, là, j'ai envie de dire, ben là, c'est pas si pire que ça. Fait que finalement, je m'auto-réalise que j'exagère un peu. Et l'autre affaire qui fonctionne très bien, c'est je leur demande de me donner un petit 2 minutes de je fais pitié. Tu sais, je veux que mon mari me dise, oh, Tinino, pas drôle, hein. Hey, ça doit être dur ce que tu vis. Puis là, oui, c'est dur ce que je vis. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me serre fort. Puis là, jusqu'à temps que je ramollisse, puis c'est réglé. Tu sais, mon 2 minutes, il est fait. Ça me fait du bien. Tu sais. Et de l'anxiété, de ça, faut t'écrire un livre, tu sais, comme faites-vous, tu sais, comme ramolli dans les bras, et ça sera réglé. Et ce sera réglé. Fait que bref, dès demain, on met dans notre carte de soins, câlin. Câlin 15 minutes. Câlin 15 minutes, puis carte de souhait. Oui, de aussi. souhait, c'est un beau lapsus que je viens de faire là. Avant, là, sur ma carte d'affaires, mais là, je devrais me refaire faire des post-it aussi, j'avais ça. Je dis toujours, j'avais décrit, je relaxe mes sourcils, ma mâchoire et mon anus. Ça, c'était comme mon mantra thérapeutique que je donnais. C'est très dur de profiter de la vie quand t'es fofoune de même tout le temps. Et là, je rassure tous ceux qui nous écoutent, le pourcentage de gens avec l'incontinence anale est vraiment faible. Il n'y a aucune raison pratico-pratique d'être serré de même tout le temps. Puis essayez d'avoir les faufounes serrées puis la mâchoire relâchée. Ça va ensemble, là. Je veux dire, j'allais dire c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont mauvaise haleine, parce que c'est le bout. Ça, c'est le sujet d'un autre épisode parce que, ouais, c'est un peu connecté ensemble, là. C'est ça. C'est important de prendre conscience. Quand j'ai fait faire des post-it, fait que il y a des compagnies, là, il y a plein de compagnies là, que sur l'ordinateur, là, je veux que les gens s'arrêtent à dire, tu sais, quand je fais sonner les montres, là, puis quand ça sonne, je veux qu'ils se demandent, bon, est-ce que mes sourcils, je suis en train de forcer des sourcils, je suis en train de serrer les dents, je suis en train d'être comme ça sur ma chaise, puis juste de le prendre conscience. C'est comme dire à quelqu'un, relaxe tes épaules. Mais oui, mon Dieu. Elle va dire, mais je sais pas. La question, il dit, contracte tes épaules. Contracte, relâche. Mais là, son cerveau se dit, ah, mon Dieu, c'est ça dont relâcher, je m'en rappelle plus. Hey, merci. Fait que, tu sais, on reprogramme, on se conscientise de plein d'affaires. Puis il y a plein de jours, là, que je me dis, je sens que c'était pas une bonne journée aujourd'hui. C'est de se pardonner, là, ça, c'est quelque chose aussi. Ça nous permet d'être des meilleurs humains. Oui, parce qu'à la base, on est des humains qui traitent des humains. Fait que les possibilités sont infinies. Les résultats aussi sont infinis, tu sais. Parce qu'on dit toujours ce qui fonctionne, en fait.
ce qui donne le résultat, c'est ce que vous faites quand vous n'êtes pas sur nos tables. Peu importe la thérapie manuelle. Tellement. Et tellement, puis moi, je lis ce que vous faites, là, ce que vous publiez, là. Puis des fois, je suis assez jalouse, là, parce que je me dis, mais, ben voyons, ils ont dit exactement ce que j'aurais donc aimé penser, puis dire avant, comme si je ne pouvais plus le penser encore, là. Mais tu sais, je trouve ça le fun de vous trouver, les deux, parce que, mon Dieu, je trouve on est comme, je nous regarde, là, sur l'écran, puis je trouve ça le fun, parce qu'on est trois personnalités différentes. Il y a pas une émission avec les sorcières. Mais attends, Vanessa est trop jeune, mais ouais, je sais de quoi tu veux parler. On est comme toi. Il y en a tout le temps une noire, une blonde et une rousse, là. C'est à peu près ça. À peu près ça, ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est que peu importe, tu sais, c'est que je trouve ça le fun avec le podcast, c'était ça le but aussi. C'était de ressortir en dessous des roches, là. Tu sais, souvent, on a tendance à, tu sais, on pratique souvent dans l'ombre, entre guillemets, voulant dire comme, ouais, quand la porte est fermée, c'est bien différent que quand la porte est ouverte. Tu sais, c'est comme, c'est pas la même chose. Puis mettre en lumière aussi, c'est quoi les multitudes de possibilités pour aller mieux. Comme tu l'as dit, c'est comme, qu'est-ce que je peux revitaliser, ce qui est déjà en vie pour pouvoir permettre au reste de comme d'avoir le goût de vivre aussi. Tu sais, c'est ça aussi qui est comme frappant. Oui, puis mettre l'accent sur ce qui va bien aussi. Tu sais, dans le corps, c'est la même chose. De mettre l'accent sur ce qui va bien, ben, ça rassure. Puis deux, ben, on se rend compte que, tu sais, tu parlais du Saran Wrap, là, tout est interconnecté. Fait qu'en boostant quelque chose qui va déjà bien, il y a des chances que ça aide ce qui va moins bien autour. Non, c'est clair. Pensez juste à quand vous filez un mauvais coton, c'est rare que je suis comme, hey, je vais aller appeler mon amie qui est comme plus dépressive que moi, qui je sais qu'elle va pas bien, puis là, je vais lui dire tout mon caca. Ben, ça se peut qu'on reste comme ensemble dans notre caca, puis se dire, oh mon Dieu, c'est donc pathétique. Puis non, mais c'est un peu ça aussi quand on vous dit de déconnecter aussi des personnes autour de vous. Vous êtes une entité, mais vous êtes une entité dans un environnement. Ton environnement, est-ce qu'il est propice à te maintenir en vie? À te maintenir en vie de la façon que tu as envie d'être en vie aussi. Oui, puis comme thérapeute, c'est difficile ça des fois parce que on reçoit des gens des fois qui veulent pas tant aller mieux. Eh mon Dieu! Hein? Puis c'est confrontant parce que nous, on a accès, on a envie de dire, hey! Voyez, t'as pas conscience de ton potentiel. Mais c'est confrontant comme thérapeute de lâcher prise là-dessus et de dire, ben, ça m'appartient pas. C'est plate, mais ça m'appartient pas. L'histoire d'une vie. Merci énormément pour ton partage. La semaine passée, je vous ai laissé sur une petite citation. Oh mon Dieu, t'en as-tu un autre? Ben, j'en ai un autre pour la mort. Ben oui, c'est Richard Bach. Richard Bach dans le livre Illusion. J'espère que c'est ça. En tout cas, Richard Bach qui disait « Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. » Wow! C'est pas, ça fait du bien. Ça fait du bien de penser à ça. Puis, de mettre du fun dans nos vies. De mettre du fun, puis de chaque moment est important. On sait tellement pas ce qui peut arriver. Puis, je vais vous redonner des nouvelles si je monte un programme, si je fais des affaires, là, des capsules, des trucs, là. Je suis en train de faire un site web, là. Je vais inclure, c'est sûr. Oui, mais c'est ça. On peut te trouver où en ce moment-là, ou, tu sais, en attendant. Puis nous, l'épisode sortira pas le 31 mars, évidemment. Donc, nous, on va mettre les liens en temps et lieu, puis on pourra les updater au fur et à mesure que tout ça va évoluer. Mais là, présentement, où est-ce qu'on peut te trouver? La façon la plus facile, c'est via Facebook avec mon nom, Anne Perron-Arsenault, et mon site web que j'essaie risque de s'appeler Let's Glow Now. Let's Glow, comme dans Let's Go, mais qui se transforme en glow parce que quand tu go, tu deviens illuminé. Tu sais, pas illuminé. L-O-W. Exactement. Ça risque de rester comme ça, même si c'est anglophone, on va faire tirer des roches, mais c'est pas grave. Ça a tellement de symbolique. Dans ma vie, là, depuis que je suis petite, là, à chaque fois que j'ai peur, puis j'aime ça, avoir peur parce que ça me fait sentir en vie, il y a une petite voix qui dit « OK, let's go.
Et c'est la même chose quand je rentre dans la pièce de quelqu'un qui est en fin de vie ou je reçois quelqu'un. Il y a quelque chose qui dit OK, let's go. Let's go, t'es là pour cette personne-là. Moi, dans mes valeurs, là, la contribution, la bienveillance, l'amour, c'est important. Fait que j'essaie de faire une mélodie qui ressemble, qui sonne juste avec ces valeurs-là. Hey, merci, vous êtes fine de m'accueillir. Merci à toi. Merci à toi. Moi qui pensais que j'aurais rien à dire. Et je te confirme que tes 3 valeurs ont été transmises tout au long de ces 2 semaines ensemble. Moi, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Bon, ça me fait pleurer. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci.